Voilà les amis, on va passer donc je crois que c'est la cinquième partie de notre parcours sur la thématique vivre ensemble en harmonie, les fondamentaux. Voilà, donc on a déjà vu pas mal de points lors des parties précédentes. Donc on a parcouru trois grands thèmes. On a commencé par se relier à soi. Donc, dans ce relier à soi, il y avait cette acceptation de la biodiversité humaine, il y avait la clarification de la place des émotions, l'intégration du rapport aux figures d'autorité et de pouvoir. Ensuite, on est passé à se relier au groupe, donc accueillir et intégrer les nouveaux résidents. Ensuite, la promotion d'une gouvernance, donc de méthodes de décision qui soient claires et dynamiques. Et ensuite, prévenir les causes du conflit. Voilà, donc c'est des points, les grands titres qu'on a parcourus jusqu'à présent. Donc vous pourrez retrouver les éléments précédents dans des replays qui seront bientôt, une fois qu'on aura terminé la série, qui seront proposés sur notre petit groupe des âmes de cœur, qui est le groupe WhatsApp de l'Éco-Village. Vous aurez les liens pour les replays, puisque ces parties sont enregistrées. Alors, maintenant, pendant ce temps d'aujourd'hui, nous allons aborder la question de se relier au projet. Après, se relier au groupe, c'est se relier au projet. C'est pas tout à fait la même chose. Le groupe, ben, c'est des êtres humains. Le projet, c'est des êtres humains aussi. Mais c'est le projet qu'il y a entre ces êtres humains. Et donc, il y a trois points qu'on va parcourir. Alors, je ne sais pas si on va arriver à les parcourir tous les trois aujourd'hui parce que souvent ce sont des... Alors le terme poupée russe, c'est plus trop glamour aujourd'hui, vu la situation, mais en tout cas c'est un peu comme des poupées gigognes, donc il y a des tiroirs multiples dans chaque point. Alors d'abord, on va parler d'adhérer à la vision, adhérer à la vision du projet. Donc chaque projet a une vision particulière, émane d'une vision, c'est quelque chose qu'on peut qualifier peut-être d'idéal collectif qui va créer un sens pour le groupe. Et c'est à partir de ce sens-là que va émerger la raison d'être du groupe. Alors, qu'est-ce que c'est la raison d'être? La raison d'être, c'est vraiment l'expression du potentiel optimal que le groupe a à exprimer, le potentiel optimal. Alors, on peut appliquer ça aussi aux personnes. Donc, chacun, nous avons un potentiel optimal que nous pouvons partager dans notre humanité avec les autres et là où nous sommes. Donc, cette raison d'être, c'est important de bien la comprendre, hein. Donc, et surtout de la différencier de notre raison d'être et de notre vision personnelle de la vie. Il y a des endroits, bien sûr, où ça va se rejoindre, où notre vision, notre raison d'être personnelle va rejoindre celle du projet auquel on souhaite adhérer ou auquel on adhère. Et il y a d'autres endroits où peut-être il y aura des zones de différenciation. Et c'est surtout là que c'est important d'aller voir est-ce que ces zones-là, qui sont des zones de différence, est-ce que ce sont simplement des préférences secondaires avec lesquelles on peut vivre, hein, on peut accepter qu'à tel ou tel endroit, notre raison d'être, notre vision, nos valeurs divergent un peu de celles du groupe et du projet dans lequel on se trouve. Mais parfois, il peut arriver aussi que l'écart soit trop important. C'est-à-dire que notre vision personnelle va être tellement différente de ce qui est vécu dans le groupe que ça va créer un réel clivage et ça va créer donc des tensions et des conflits. Donc dans ce cas-là, parfois il vaut mieux soit créer son propre projet ou peut-être aller trouver un autre projet plus en adéquation avec notre vision personnelle. Hmm. Alors, ce qui est important pour éviter ces problèmes-là,
c'est d'une part une clarification des intentions, motivations et intérêts personnels, les nôtres, et ceux du collectif, hein. Ce qu'on peut voir, par exemple, on peut très bien avoir des valeurs de partage, hein, mais dans le concret de la vie quotidienne, il y a par exemple des écolieux qui demandent aux gens de partager leur temps à hauteur de 20 heures par semaine, la moitié du temps. Alors, c'est sûr que pour des personnes qui, par exemple, travaillent 35 heures par semaine, ça les amène à faire 55 heures par semaine. Ça fait quand même beaucoup. Donc là, il peut y avoir un écart entre les intérêts personnels, qui sont d'exercer une activité, d'avoir un travail, euh, de faire ce qu'il faut pour alimenter sa famille, etc. Et puis l'intérêt dans un projet qu'on rejoint. Donc là, il peut y avoir des endroits dans des points bien pratico-pratiques où ça coince. Donc d'où l'importance en amont de savoir ben, où c'est qu'on veut aller, hein. Euh, c'est un peu comme dans un couple aussi. Donc j'aime bien la métaphore du couple, peut-être parce que je suis thérapeute de couple aussi. Mais dans un couple, parfois, on peut avoir les mêmes valeurs, mais pas les décliner de la même manière. On peut avoir envie de fonder une famille, fonder une famille, pardon, et ça peut être une valeur, un projet commun. Mais pour l'un, peut-être, il voudra une famille nombreuse et avoir 10 enfants. Et l'autre, il dit, oui, un enfant serait pas mal que déjà. Et donc là, on a clairement, dans la pratique, une divergence, hein, qu'on va résoudre ou pas. Alors c'est sûr que si on veut 10 enfants d'un côté et un de l'autre et qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord, ben, peut-être qu'il faut trouver un autre partenaire de vie pour celui qui veut 10 enfants, ou celui qui en veut qu'un d'ailleurs. Voilà. Donc c'est un exemple un petit peu grossier, mais vous voyez que ça, vous voyez un petit peu la tonalité du propos, c'est pas du tout secondaire. C'est très important d'aller dans les choses vraiment de façon pratique et concrète et de ne pas rester à la surface au niveau des idées. Donc, les structures doivent être claires pour éviter les remous répétitifs lors des arrivées de nouveaux résidents, hein. Lorsque les gens arrivent, il faut qu'ils sachent où ils arrivent. Et l'adhésion aux structures existantes est nécessaire pour assurer la paix. Parce que si les gens qui arrivent sont pas d'accord déjà avec ce qui existe et qui veulent tout de suite faire la révolution, eh bien, ça va créer encore une fois des conflits, voire de la violence, hein. Et on voit ça très souvent dans des projets où les structures, la raison d'être, la façon de faire n'est pas posée de façon suffisamment claire. Donc, c'est important que les choses soient posées très clairement, qu'on ne soit pas juste dans des bonnes intentions. Voilà, parce que tout le monde au départ est toujours dans des bonnes intentions. Je ne connais pas de gens qui arrivent dans un écolieu en disant, ben moi je viens ici pour pourrir la vie des gens, pour créer des conflits et puis pour faire de la violence. Personne ne dit ça. Les gens disent, bah, moi je suis bienveillant, je viens vivre avec des gens bienveillants, et puis pour être dans le partage, et puis pour être dans l'écologie humaine, etc. Et pourtant, dans la pratique, il y a 9 projets sur 10 qui explosent. Donc c'est bien qu'il y a un problème où plusieurs zones aveugles qui n'ont pas été vus avant. Alors, intégrer la structure d'un projet, c'est aussi tenir dans ses engagements, hein, et faire des choix conscients. Ces choix conscients se font en discernant les raisons d'être et les organes du projet, bah, comment ça fonctionne. Alors, si c'est un projet tout neuf qu'on crée, bah, il faut le créer, il faut le mettre en place de façon bien, en profitant de l'expérience d'autres projets qui existent aussi de préférence, parce que si on bricole un truc à, à la bonne franquette, comme on dit, il y a de fortes chances que ça aboutisse à des difficultés. Voilà. Et donc, les structures doivent être claires pour éviter les remous, hein. Euh, c'est également nécessaire de prévoir et de préciser comment ces structures peuvent évoluer. Alors, on a un exemple du hameau des Buis, par exemple, avec Sophie Raby et Laurent Bouquet, dont certains d'entre vous avaient déjà entendu parler. Je les salue au passage, je salue leur courage d'ailleurs d'avoir osé mettre sur la place publique tout ce qui s'est passé au hameau des Buis, d'avoir écrit un petit livre qui s'intitule Démasquer les mécanismes de la violence dans les collectifs. Voilà, ça nous a beaucoup aidé à comprendre un certain nombre de choses.
Vous pouvez trouver ce petit livre d'ailleurs sur le site de la Ferme des enfants de Sophie Rabi. C'est en libre consultation. Voilà. Alors, je vous lis deux, trois petits passages là qui sont intéressants. Il y a plein d'autres choses intéressantes, mais c'est intéressant de prendre aussi des exemples sur des choses vécues, hein. Alors, Sophie dit, nous pensons que la paix est un choix, tout comme le conflit est un choix. Nous avons à tout moment la possibilité de nous positionner pour l'un ou pour l'autre. Et nous ne pouvons plus prétendre aujourd'hui, avec notre niveau de conscience et d'information, être démunis face à notre destinée individuelle et collective, ni tenter de nous dissimuler derrière des prétextes déresponsabilisants. Voilà. Donc c'est intéressant, hein, de dire que la paix, c'est un choix. C'est vrai que le conflit, ça n'arrive pas comme ça. Un écolieu, ça explose pas comme ça. Bon, souvent, les gens ne savent pas pourquoi quand ils n'ont pas travaillé le sujet, mais quand on pose un regard extérieur, on peut comprendre. Donc, on peut choisir aussi que le plus important, c'est de préserver la paix entre les gens. Ça nécessite un niveau de conscience et d'évolution intérieure qui soit suffisamment profond pour pouvoir aussi, à certains endroits, privilégier l'intérêt collectif, le bien commun, j'aime bien ce terme, le bien commun, euh, au, au détriment parfois de nos intérêts personnels, hein. Alors, bon, bien sûr qu'il faut un certain équilibre, on ne peut pas tout le temps non plus être en inconfort, mais encore une fois, on peut aussi choisir d'aller dans un autre projet qui correspond mieux, hein. Donc, une autre citation, c'est: Nous avons très clairement fait des erreurs stratégiques dont celle déterminante de ne pas suffisamment distinguer les groupes d'usagers du hameau des Buis en discernant leurs intérêts respectifs et en leur donnant un cadre spécifique bordé. Ça parle de l'histoire de- du discernement collectif où tout le monde décide de tout en fait, hein. C'est-à-dire, on est tous dans l'éco-village, donc tout le monde décide de tout dans l'éco-village. Alors, bien sûr que tout le monde n'a pas les compétences, n'a pas l'expérience pour décider, je ne sais pas, de l'exploitation d'un jardin, de la création d'une école dans le cadre du hameau des Buis ou d'autres choses. Euh, donc voilà, ça demande d'avoir des structures différentes que simplement euh, ce qu'on appelle, alors j'en perds les mots parce que c'est c'est quelque chose qui me donne des boutons, c'est quand tout le monde décide de tout à tout moment, ça s'appelle le consensus, le consensus universel. Voilà, alors fuyez ça, enfin, si j'ai un seul conseil à vous donner, fuyez le consensus universel. C'est c'est la garantie, tôt ou tard, d'avoir généralement, plutôt tôt que tard, d'avoir le bazar et d'épuiser les forces vives. Voilà. C'est ce que Laurent Bouquet, d'ailleurs, le mari de Sophie, un jour, il me disait, moi, la tarte à la crème du consensus universel, je n'ai plus jamais entendre parler de ça. Alors, je continue la citation, du fait de l'amalgame des personnes, des rôles, des modes de participation, des qualités d'engagement divers et variées, sans discrimination, nous avons suscité malgré nous une collusion d'intérêts. Nous avons misé sur la confiance en nos pairs, mais des pairs qui n'étaient pas, je dirais, engagés au même niveau, qui avaient pas non plus les mêmes intérêts. Il y avait des gens qui étaient simplement des résidents du hameau et puis qui étaient là pour passer leur retraite et qui n'avaient pas forcément été très très loin dans le travail, ni dans le travail sur eux-mêmes, ni dans le travail collectif. Et donc, vous savez que dans cette histoire du hameau des Puys, malheureusement, Laurent et Sophie se sont fait jeter à la porte, hein. C'est vraiment ça, hein, leurs amis, quoi. Enfin, les gens avec qui ils avaient vécu pendant des années. Voilà. Donc, ils se sont fait foutre dehors par je dirais, des stratégies juridiques qu'eux-mêmes avaient mis en place et qui ont été utilisées à leur encontre. Un comble. Bon. Alors, troisième citation, un trop grand nombre d'engagements par les mêmes personnes sur un même lieu, avec des objectifs devenus au fil des temps divergents, a provoqué une collusion d'intérêts et la confusion dans les rôles. Ainsi, nous recommandons une séparation franche et claire entre les organisations
dont les gouvernances doivent être indépendantes les unes des autres, cela n'empêche en rien de prévoir un organe régulateur au service des différents cercles et sous-cercles qui organisent le système. Bon, c'est un peu compliqué, moi je comprends bien ce dont elle veut parler, ça parle d'holacratie, ça parle de sociocratie, donc c'est des modes décisionnels beaucoup plus complexes que de dire on se met autour d'une table et puis on discute pendant 3 mois de la couleur des volets. Mais ça permet d'être beaucoup plus efficace et d'être dans des processus beaucoup moins chronophages et plus respectueux aussi de ce qu'est l'identité humaine. Voilà. Donc, oui, une dernière citation quand même de Sophie. Il est facile de souscrire à une intention de paix, de respect et de bienveillance, telle que décrite dans notre charte éthique. Donc, il avait une charte, bien sûr. Mais lorsque Sophie s'est permise de rappeler les fondamentaux et les nécessités à chaque fois qu'elle a observé des comportements ordinaires ressurgir, comme des jugements, des prises de pouvoir, des procès d'intention, des stigmatisations, des rumeurs, etc., eh bien, alors ces interventions ont été perçues comme des leçons de morale ou du harcèlement. Le co-gérant du cadre, pourtant adopté par chacun lors de son entrée dans le projet pour faciliter une vie sereine, est inconsciemment perçu comme un parent agresseur ou un super flic. C'est étonnant, hein, parce que les gens ont quand même adhéré à un cadre, et ensuite, quand quelqu'un utilise le cadre pour dire, bah non, les gars, c'est pas ça qu'on a convenu, eh bien, souvent, il se transforme en bouc émissaire. Hein. Voilà, c'est l'expérience dans beaucoup de lieux, ça. Hein. Donc, alors, une raison d'être, à titre d'exemple, je vais juste partager mon écran quelques minutes et je vais vous montrer un peu la raison d'être que vous trouvez hein, sur le site. Vous cliquez surtout sur le projet et là, vous avez le guide fédérateur et c'est tout, c'est au début. Hein. Donc, partager l'écran, ça avait bien marché. Voilà, paf. Donc, normalement, là, vous voyez mon écran. Et donc, ici, vous avez au début du guide fédérateur, et ça, c'est tout le menu du guide fédérateur. Voilà, vous pourrez aller, il est à votre disposition sur le site. Ouais, il y a, il y a plein de points. Hein, donc, voilà. Et puis au début, il y a les fondements et article 1, la raison d'être. Voilà. Donc, vous voyez, là, c'est répété. La raison d'être doit être reliée au potentiel de valeur maximale qui peut être apporté au monde. Voilà. Et donc, chacun est censé être d'accord avec cette raison d'être. Donc, c'est important vraiment de prendre du temps quand vous voulez rejoindre un projet ou en créer un, ben, soit à créer cette raison d'être, ou en tout cas à la comprendre en profondeur avec ses implications, ne pas rester juste au niveau des belles idées. Donc, vous voyez ici, il y a un résumé au-dessus. Donc, développer un lieu de paix, ok, d'ouverture, de recherche concrète dans la biodiversité humaine au service du lien entre les êtres vivants dans un esprit de confiance, d'amour et d'espérance joyeuse. Alors jusque-là, tout le monde est d'accord en général, hein. C'est voilà. Et après, c'est ce qui va être important, c'est de se confronter suffisamment au projet pour pour voir qu'est-ce qui se cache derrière ces idées. C'est-à-dire à quelle sauce est-ce que c'est cuisiné cette histoire-là, vous voyez? Ah, c'est comme un plat indien. Hein. Moi, quand j'étais en Inde la première fois, je me réjouissais parce que j'adore la cuisine indienne. Quand j'ai vu le plat arriver, j'ai salivé. Quand j'ai pris la première bouchée dans la bouche, j'ai appelé les pompiers. Vous voyez? Donc, les apparences sont parfois trompeuses. Donc, notre site de vie est dédié à l'épanouissement de la biodiversité humaine, à l'accueil, à la valorisation des différences dans la mixité culturelle, intergénérationnelle et sociale. Ça veut dire qu'on vit vraiment avec des gens très différents. Est-ce qu'on est d'accord de supporter, je ne sais pas, sur le même endroit où on vit, un musulman qui fait le ramadan, un bouddhiste qui fait je ne sais pas quoi, un chrétien qui va à la messe, etc. Je vous assure que ça peut être ou bien quelqu'un simplement qui est dans aucune tradition religieuse, mais qui a des valeurs du cœur. Voilà, ça c'est le minimum pour venir aux trois sources hein, quand même. Hein. Donc si on n'a aucune valeur du cœur et si on est juste dans l'opportunisme de la vie, c'est pas notre projet. Donc, mais est-ce qu'on est d'accord de vivre avec des gens vraiment différents?
hein, ça a des implications concrètes, hein. Voilà, bon, il y a une SCI, et tout ça, bon, qui est décalé. Donc cet engagement pionnier pour coexister en paix avec nos différences et construire un monde plus humain appelle un engagement à faire un travail d'évolution de conscience de façon continue pour sortir des vieux schémas toxiques de domination, soumission, rébellion et violence. Mais ce qui est important, vous voyez, je souligne le mot, c'est un travail d'évolution. C'est marqué là en noir sur blanc. Et pourtant, il y a des gens qui sont venus à des moments dans le projet qui ont dit, mais nous, on n'a pas besoin de tout ça. Moi, j'ai pas signé pour travailler sur moi, pour faire des réunions là-dessus, pour faire une formation métamorphia. Moi, je veux juste vivre dans un éco-village. Eh ben non. La raison d'être, elle dit qu'il y a un travail d'évolution à faire. Donc, l'éco-village n'est pas qu'un lieu de vie écologique, c'est marqué, ouais. Il est aussi un centre de travail concret, et encore une fois marqué travail concret, de recherche et de formation agile, bon, c'est le courant agile, en lien avec l'extérieur. Alors, en lien avec l'extérieur. Il y a des gens qui disent, ah ouais, mais moi, les structures, faut les faire péter. Moi, j'en ai rien à foutre de la mairie, des institutions, faut que ça pète, tout ça. Mais non, bah, si tu veux faire tout péter, ok, c'est ton droit, mais pas chez nous. Voilà. Nous, on est en lien avec l'extérieur, on a d'excellents liens avec la mairie, le maire est très sympa, il nous a soutenus déjà dans pas mal de choses, il vient des fois chez nous, voilà, pour inventer et expérimenter de nouvelles solutions dans les domaines suivants. Et alors là, il y a des choses déjà plus concrètes. Développer un lieu de vie écologique ouvert, en lien avec l'extérieur, élargissement à toutes les ressources extérieures, bien sûr en adéquation avec notre état d'esprit, et les acteurs de la vie sociale, voilà, donc les autres associations, les structures qui existent, vivre en habitat fédératif, non communautaire. On n'est pas une communauté chez nous. Chacun sa maison, son appartement, son studio, on fait sa popote dans sa cuisine, et de temps en temps, on fait des repas en commun. Et c'est super. Mais on vit pas. Si l'aspiration d'une personne, c'est d'avoir une vie communautaire complète et de prendre tous ses repas avec ses voisins, etc., bah super, mais chez nous, on ne fait pas ça. Donc, faut le comprendre. Donc, faciliter l'écologie personnelle, donc une relation respectueuse à soi, aux autres et au monde. Bon, après, il faut comprendre aussi, il faut aller plus loin pour voir qu'est-ce que ça veut dire, ça, hein. Comment je communique avec les autres, hein, comment je prends soin d'eux aussi, hein. Promouvoir la biodiversité humaine et l'amour dans la différence en intégrant les tensions et les conflits, on les intègre. Il y a eu des gens qui sont partis en courant en disant, oh, mais c'est pas possible, il y a des conflits. Ben oui, il y a des êtres humains, donc il y a parfois des conflits, on n'est pas toujours d'accord. Voilà, donc c'est marqué. Donc, expérimenter de nouveaux modes de vie et processus de décision. Euh, Comment est-ce qu'on va gouverner ensemble, décider? Voilà, ça demande aussi du temps de comprendre ça. Expérimenter des modèles économiques respectueux de l'humain et réalistes, mais réalistes. On accueille des gens, on les traite avec respect, avec bienveillance, on prend soin d'eux, mais c'est pas non plus le Club Med chez nous. Vous voyez. C'est-à-dire, s'il y a des gens qui viennent pour aider, donner un coup de main, bah, ils viennent pour donner un coup de main, pas simplement pour se faire bronzer au soleil toute la journée. Même s'il y a des moments, où ils peuvent très bien aller se faire bronzer au soleil, il n'y a aucun souci, hein. Apprendre à se connaître et œuvrer à la croissance et à l'équilibre de notre être. Ben, moi, je me connais, j'ai pas besoin de ça. Non, mais quoi? Je suis pas dans un club de thérapie, non? Bon, ben, ok, bien sûr. Il ne s'agit pas d'aller faire de la psychothérapie avec nos voisins, mais que chacun fasse l'effort d'être sur ce chemin. Voilà. Et ça peut se faire tout à fait de façon privée, bien sûr. Ici, il n'y a pas. Même moi, je suis psy, je ne me permettrai jamais de faire la psychothérapie dans de mes voisins. C'est interdit, ça. Voilà. Se relier au sens profond de la vie. Ah, alors ça, c'est un truc. Ça, c'est les guerres de religion, hein, qui sont à la porte, hein. Se relier au sens profond de la vie, sans sectarisme, sans dogmatisme, ni prosélytisme, dans l'amour. Alors, c'est l'amour de la vie, dans la confiance et l'espérance joyeuse, en préservant le libre arbitre de chacun. Voilà. Et cette phrase-là, c'est peut-être la plus importante, hein. C'est se relier au sens profond de la vie. Parce que si on reste en surface des choses, s'il n'y a pas un sens profond à ce qu'on fait ensemble, généralement, il n'y a pas beaucoup de pérennité.
Voilà, alors vous voyez qu'après, il y a tout un descriptif, je ne vais pas vous lire tout ça, hein, sur la raison d'être encore. Ensuite, il y a la charte sur laquelle c'est construit. Voilà, et donc il y a cette charte qui décrit un certain nombre de choses. Donc je vous laisse découvrir ça pour ceux qui ont envie. Hein, il y a quand même, vous voyez, le sommaire, on est à 45, voilà, on est à 45 pages, plus les annexes. Voilà. On était quand même à 120 à une époque. Je voulais saluer l'effort qu'on a fait pour essayer de condenser, réduire, résumer, etc. Voilà. Donc, je vais arrêter le partage d'écran et donc finir ma petite intervention euh, sur le dernier point, en fait, où je disais que c'est peut-être le plus important, c'est faire la part belle au sens profond. Le sens profond, c'est l'essence même du projet. Donc, ce qui porte en profondeur les actions qui sont entreprises, hein. Donc, vous comprenez que chez nous, il y a quand même ce désir profond de vivre ensemble en paix et, et de prendre soin les uns des autres. Donc, ça nécessite d'avoir fait un chemin intérieur sur soi. Les gens qui arrivent, et je ne leur jette pas la pierre, et qui cherchent un bon plan pour se mettre à l'abri parce qu'ils pensent que peut-être il va y avoir une troisième guerre mondiale ou je ne sais pas quoi, je peux parfaitement le comprendre. Et pourquoi pas, ça peut faire partie des motivations. Mais s'il n'y a que ça, c'est une motivation qui repose sur de la peur et sur un retour, un enfermement en soi quelque part, hein. Donc, on a besoin, pour que ça puisse fonctionner, un projet d'écolieu, un projet d'éco-village, on a profondément besoin d'avoir fait ce chemin vers nous-mêmes, de s'être suffisamment compris, d'avoir suffisamment travaillé sur soi, d'avoir suffisamment d'estime de soi aussi, pour se désencombrer, se décharger en quelque sorte de soi-même et pour avoir une part de soi qui est ouverte, qui a le cœur ouvert pour les autres. Avoir le cœur ouvert pour les autres. Savoir prendre soin des autres. Arrêter de tout le temps regarder si notre confort il est au niveau maximal, sans regarder ce qui se passe pour notre voisin de l'éco-village, ou d'ailleurs pas de l'éco-village. Voilà, avoir cette capacité de débordement de vie, je dirais. En avoir suffisamment en soi, en avoir suffisamment sous le pied de la bienveillance et du soin pour arrêter de se regarder soi et pouvoir regarder l'autre à côté et prendre soin de lui. Voilà. Je suis désolé, hein, ça peut peut-être paraître pour certains, ça fait faire un peu sermon, je sais pas quoi, mais c'est tellement important ça. Si j'en suis encore à un stade voilà, où j'ai vraiment un travail fondamental à faire sur moi, où je suis dans une forme de peut-être de désespoir intérieur ou de dépression intérieure, et où je cherche quelque part une famille idéale pour résoudre mes problèmes, c'est pas grave, à condition de le reconnaître et de s'engager à faire un travail dans ce sens-là et de ne pas faire croire aux autres ceux qui sont déjà dans le projet ou avec qui je veux investir, que voilà, je suis le gars ou je suis la nana, ou zéro problème, toujours positif, toujours la banane, alors qu'en fait, je suis mort de trouille à l'intérieur. Il faut avoir le courage de le dire qu'on est mort de trouille. Moi, il y a des fois où je suis mort de trouille, hein. Voilà. Il y a des fois où je suis très con aussi. Voilà. Je peux être des fois complètement dans mes idées, dans mes pensées, complètement déconnecté des autres, avec un côté un peu autiste comme ça. Bon, après, quand on me le dit, je dis ah oui, pardon. Puis je reviens à la surface. Mais voilà. Mais il faut se connaître et avoir suffisamment d'humilité. L'humilité, c'est pas faire carpette, hein. L'humilité, c'est se connaître en profondeur. Ça vient du mot humus, c'est être connecté, raccordé, planté dans cet humus qui est notre terre intérieure. Et à partir du moment où on a cette force-là d'être connecté à notre source intérieure,
on peut aller vers l'autre, on peut le rencontrer sur sa planète. On peut se dire, écoute mon vieux, moi je ne fonctionne pas du tout comme toi. Alors, franchement, la vie, je ne la vois pas du tout pareil. Je réagis pas pareil. Voilà, je suis comme ça. Bon, j'en suis pas désolé parce que c'est simplement c'est mon fonctionnement, c'est là où j'en suis aujourd'hui sur mon chemin. On a le droit d'être sur un chemin. On n'a pas l'obligation d'être des superman ou des superwoman ou des super méditants ou des super bienveillants ou des super compatissants. On n'a aucune obligation de tout ça. Par contre, si on veut vivre en paix avec les autres, on a une obligation d'authenticité, de vérité intérieure, de se dire les choses le mieux possible, avec le plus de bienveillance possible, en prenant soin de l'autre, de ne pas lui jeter des trucs à la tête si possible. Bon, ça peut arriver de temps en temps, hein, c'est comme dans les couples, voilà. Bon, il faut quand même éviter de se jeter des poêles à frire de 3 kilos à la tête, ça peut faire mal. Mais bon, des fois, on peut se jeter des mots à la tête voilà. Mais on peut aussi aller se trouver. Et puis, quand il y a de la vérité dans la relation, c'est comme entre des vieux amis. On peut s'engueuler, et puis après on va se retrouver, et puis on se dit des choses qui vont apaiser, et puis après on se prend dans les bras, et puis ça va. Si on n'est pas capable de ça, il faut qu'on fasse son chemin intérieur. Il faut reconnaître qu'on puisse, là où on en est finalement. Et à ce moment-là, on peut décider ensemble si on y va ou on n'y va pas. Sinon, on part on joue avec des dés qui sont pipés. Et ça amène aux 9 personnes sur 10 qui se cassent la figure, ou les 9 projets sur 10 qui se cassent la figure dans les écoliers. Voilà. Donc, les outils, ça suffit pas. Hein, vous l'avez compris, ça. Alors, Sophie Rabi, elle dit aussi, même avec les outils relationnels les plus performants, nous ne pouvons organiser la paix avec les autres. Ça ne s'organise pas, la paix. C'est quelque chose qui est dans le cœur, quoi, à la base. Hein. Euh, nous ne pouvons faire la paix parce que la paix n'est pas une chose que l'on fait. La paix est un état profond, ben, elle dit à peu près la même chose, là, qui nous permet d'accueillir l'autre et les situations avec considération dans la confiance. Vous voyez, l'amour, la confiance, hein, c'est important. Dans la confiance. Choisir la paix, c'est choisir de prendre grand soin de notre vie intérieure. Et moi, j'en suis franchement arrivé à penser que on a besoin d'être connecté à notre vie intérieure. Alors, je ne parle pas de religion. Je suis pas en train de dire qu'il faut méditer 3 heures par jour ou faire Vipassana. On est quelqu'un qui fait Vipassana 4 fois par an. Je suis pas en train... Vipassana, c'est 10 jours de méditation, 10 heures par jour. Bon courage, hein. Enfin, c'est pas un truc pour moi, mais voilà. Mais j'ai rien contre les gens qui font. Je suis très admiratif des gens qui peuvent faire ça. Hein. Donc, pour finir, ce que je vous dirais, c'est que ce qui est important dans tout ce processus, puisque finalement on arrive à la fin je crois que c'est la cinquième ou la sixième session, la cinquième, je crois, euh, ce qui est important, c'est d'intégrer le principe de complexité. C'est pas simple tout ça. C'est pas que c'est compliqué, c'est complexe. Vous voyez, un être humain, c'est pas compliqué, mais c'est complexe. Enfin, il y a des gens qui sont compliqués et complexes, hein, quand même. Voilà. Euh, Il n'y a pas de réponse simple et binaire lorsqu'un groupe humain souhaite vivre ensemble. Il n'y a pas juste 3 clés comme ça, 3 trucs. Vous voyez, ça fait 5 heures qu'on est là-dessus, on a fait qu'effleurer le problème. Voilà, ça, pas 5 heures aujourd'hui avec les autres sessions. Voilà, entre 5 et 10 heures, je sais pas, j'ai pas fait le compte. Non seulement le choc des cultures et des convictions individuelles peut être puissant, hein, mais chacun arrive avec ses atavismes. Tout ce qui s'est passé dans les générations précédentes. Euh, Nous sommes sous le choc des convictions différentes. Euh, il y a également notre histoire de vie familiale qui est plus ou moins compliquée, plus ou moins consciente. Est-ce qu'on a travaillé ça? Parce qu'on va reproduire la vie familiale. On en a parlé dans les sessions précédentes. On va souvent reproduire des choses de notre vie familiale. Il y a l'impact des souffrances qu'on a vécues. Toutes nos blessures intérieures qu'on a subies dans l'enfance, qu'on a subies dans notre boulot, dans la société, tout ça. On arrive avec tout ça, un gros sac à dos, quoi. Voilà. Et puis il y a un humoriste qui disait
Voilà, c'est un peu un parallèle par rapport au couple, comme je le faisais tout à l'heure. Un couple, c'est 8 personnes. Euh, un couple qui va se coucher, c'est 8 personnes dans le lit, parce qu'il y a le couple, il y a les parents du couple, et puis il y a les ex. Voilà, et tout le monde est là, bon, dans la tête, bien sûr. Et dans un groupe, c'est une foule invisible qui se retrouve finalement. Aussi, chacun est mu par toutes ces énergies intérieures. Voilà. Et alors, le principe de réalité, qui est important, va nous aider à sortir de la dictature des idéaux bien pensants. Voilà, tous ces idéaux qu'on projette sur les écolieux, sur les projets collectifs. Vous pouvez prendre ça pour les relations de couple, hein, c'est pareil, hein. Voilà. Et pour considérer ce qui se passe au quotidien avec un bon sens pragmatique aussi, pas que, mais voilà, et qui nous permet de dépasser les chamailleries en se disant souvent, ça va pas m'empêcher de vivre ce qui se passe là. Elle fait les choses différemment de moi, elle est différente. Bon, il a pas la même perception que moi. Bon, on est différents. Ouais, finalement, c'est pas si grave. Je peux arriver à vivre avec ça. Ou bien, est-ce qu'on va s'accrocher au truc et on va exercer notre sport préféré en tant qu'être humain, essayer d'avoir raison. C'est fantastique ça. Alors, il s'agit aussi de prendre de la hauteur, hein, ce positionnement un peu que j'aime beaucoup, que j'appelle sortir le périscope. Vous savez, comme le sous-marin, hop, on sort le périscope et puis on regarde les choses de haut à partir du périscope et on prend de la hauteur pour se regarder soi-même d'abord, se regarder avec notre périscope intérieur, voilà, et regarder les autres, regarder ce qui se passe et pas se laisser embarquer tout de suite dans les situations, voilà, avec bienveillance et alors avec un mot, retenez-le celui-là, avec humour. Il faut en rigoler un peu de nos histoires humaines. On se prend trop au sérieux, non? Alors, allez voir les Belges, ils se prennent moins au sérieux que les Français. Je ne sais pas s'ils réussissent mieux dans les écolieux, mais ils ont un sens de l'humour comme ça. Voilà, ils arrivent très, très facilement à rigoler d'eux-mêmes, rigoler des situations et ils se vexent moins vite que. En France, on a quand même tendance à se prendre beaucoup au sérieux, je trouve. Voilà, et l'humour, c'est important. L'humour et l'amour, vous voyez, c'est très proche comme mot. C'est vraiment mettre de l'humour, mettre de la détente dans ce qui se passe, relativiser les choses. Voilà. Voilà, et nous sommes tous, est-ce qu'on n'est pas tous finalement des voyageurs dans le même train, qu'on soit en première classe ou dans le wagon de marchandises, mais en tout cas, on va tous vers la même destination, qui est, je l'espère, la lumière. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Je vous remercie pour ceux qui auront suivi tous les épisodes de votre présence. Et puis encore un petit temps de réaction maintenant avant de reprendre chacun nos activités. Si vous avez des choses à dire, n'hésitez pas, soyez pas timide. Ou si vous avez une question à poser, de préférence en lien avec le sujet. Après, vous êtes peut-être tous endormis. Moi, je dirais un simple merci déjà. Vincent. C'est Vincent que j'ai eu au téléphone cet après-midi? Oui, tout à fait. D'accord. Qui fait mal au bras? Ah, non, je pratique les arts martiaux et j'ai une élongation musculaire. D'accord. Tout va bien. Super. Ben, merci aussi, hein, je suis ravi d'avoir suivi le premier Zoom. Merci Jean-Luc. Ouais. Voilà les amis, s'il y a plus d'autres réactions comme ça enregistrées, ben, je vais arrêter l'enregistrement. Et puis, donc, je rappelle pour ceux qui ne sont pas inscrits sur notre petit groupe Les âmes de cœur sur WhatsApp, il suffit de m'envoyer un petit message au 06 07 25 24 54 et comme ça vous aurez les replays qui seront partagés
de ces Zooms thématiques, et puis d'autres choses. Et puis vous aurez des informations sur l'éco-village. On essaye de pas trop mettre trop de messages sur ce groupe, d'ailleurs, où il y a des sous-groupes, on peut se mettre un peu où on veut. Voilà, mais c'est un côté pratique aussi pour nous, pour partager les infos. Ça évite de mettre partout sur Facebook, machin, tout ça. Voilà, donc n'hésitez pas à m'envoyer un petit message au 06 07 25 24 54, ou si vous avez des questions, n'hésitez pas également à me contacter. Voilà, une bonne soirée ou une bonne journée ou une bonne nuit selon selon ceux qui sont là ou ceux qui écouteront en différé. Et puis, je vous souhaite à chacun en tout cas un merveilleux chemin de confiance. On en a besoin par les temps qui courent, de conscience et d'amour.